pourquoi j'ai souhaité avec eux, on a souhaité parler de ce sujet-là parce que on connaît bien, on a toutes les problématiques liées à l'ALIA, puis on a aujourd'hui les sujets, même s'il reste des régularisations des personnes qui n'ont pas encore déclaré auprès du fisc français, mais vu les échanges, on va dire il y a de moins en moins de trous dans la raquette et que le sujet côté français, il est quasiment bouclé parce que là, on arrive soit à des très, très gros dossiers, soit à des petits dossiers et qu'on retrouve souvent, je vois pour mon cabinet, enfin en succession. Et puis, quand on récupère les dossiers, on réalise souvent que les biens sont loués. Et là, moi, j'ai une réponse identique de tous mes clients. C'est en Israël, j'ai rien en France. Or, le problème, c'est que la situation est beaucoup plus compliquée que ça. Et elle est tellement compliquée que sur 2023 et 2022, j'ai un certain nombre de clients qui ont fait l'objet de redressements fiscaux au titre de revenus fonciers, alors fonciers au sens large, hein, puisqu'on va parler, il y a deux distinctions importantes. Euh, et donc, l'application des règles israéliennes en France n'est pas obligatoirement et si facile que ça. Donc, l'idée, c'est que Nathanaël et Nathaniel vont nous présenter le régime israélien d'imposition des revenus fonciers, ce qu'on appelle la location nue, et puis également la location meublée avec toutes les spécificités. Et puis, moi, j'interviendrai pour dire comment après, nous, on intervient côté français et éviter des redressements qui peuvent, malgré la convention fiscale qui donne une application, une imposition en Israël, peuvent avoir des incidences élevées en France. Pour info, moi, le dernier dossier reçu au mois de mai, mon client a eu un redressement qui l'a amené quand même à payer 30 000 euros d'impôts. Donc, ce n'est pas neutre, ça monte très, très vite. Donc, voilà pourquoi je voulais prendre la présentation. Et puis, je vous laisse tous les deux nous parler du régime vu d'Israël. Ok, alors parfait. De toute façon, dans tous les cas, comme bonjour, c'est Nathanaël Cohen du cabinet Natco Consulting, maintenant qui va s'appeler Dre et Natco, avec le deuxième Nathaniel. Voilà. Nous sommes spécialisés, comme vous le savez, en expertise comptable et fiscalité. Nos bureaux se trouvent à Jérusalem et Tel Aviv. Et vraiment, on est concentré sur toutes les personnes qui soit Olim Kardashim, soit les personnes avant les 10 ans d'Aliyah, même les personnes qui ne sont même pas encore venues en Israël, mais qui ont des investissements en Israël, ou dans notre cas actuel, des biens loués en Israël, soit les personnes qui ont fini les 10 ans d'Aliyah également. Mais là, vraiment, ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la location. Qu'on soit au Hadash ou qu'on soit pas au Hadash, à part des petites différences dans la taxe d'acquisition, et la priorité d'imposition se trouve dans le territoire où le bien se trouve. Donc, c'est bien réparti. Je pense que nous commençons sur la partie israélienne, comme Georges l'a dit, et après, les répercussions sur les déclarations en France. Donc, moi, je vais commencer, Nathaniel, si tu me permets, je vais commencer juste sur… Il y a 3 modèles d'imposition. Je vais parler du modèle d'imposition concernant les revenus locatifs. Alors, lorsqu'on parle des revenus fonciers, il faut savoir déjà, c'est qu'on parle aujourd'hui, on va tous faire un petit mot sur le Airbnb. Nathanaël, excuse-moi, on t'entend très mal. Oui. Nathanaël. Attendez, excusez-moi. Ou tu parles un petit peu plus fort ou tu te rapproches du micro. Attendez une seconde. Vous m'entendez mieux là ou non? Ouais. Ouais. Alors, je vous ai dit, on va parler aujourd'hui des revenus fonciers. Lorsqu'on parle des revenus fonciers, les revenus fonciers, c'est des revenus qui n'ont pas de parloufat soharim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un roulement. Nous encaissons du chèque, on les dépose, on sait qu'on n'essaie pas de maximiser les revenus. Très bien? Vous m'entendez pas bien? Pas très bien, ça coupe. Alors, attendez. Alors, Nathaniel, je vais démarrer. Je vais continuer le temps que tu arranges le souci du micro. Bon, alors, ça servait à quelque chose que tu sois là. Bonjour à tous, Nathaniel Dre. Bon, comme l'a expliqué Nathaniel, on a fusionné nos 2 bureaux, donc ça s'appellera maintenant Dre et Natco. Auparavant, ça s'appelait Dre et Dre. Effectivement, il faut comprendre qu'en Israël, d'abord, quand on a l'axe France-Israël qui est ouvert, sur les revenus locatifs, on a l'article 6 de la Convention qui va traiter de la fiscalité de ces revenus locatifs et qui va imposer une obligation déclarative là où se situe géographiquement le bien. C'est-à-dire qu'un bien qui est loué, que ce soit en long terme, donc en location résidentielle classique, ou en location court terme, le bien doit être déclaré en Israël obligatoirement. Après, Georges
abordera la partie française, qu'est-ce qu'il convient de dire et comment le faire vis-à-vis de la France. Mais par rapport à Israël, aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce bien doit être déclaré à l'administration fiscale israélienne, peu importe si vous êtes résident fiscaux israélien ou pas. Donc, maintenant, on rentre dans les trois différents systèmes, les trois différents régimes d'impôts qui existent aujourd'hui sur les revenus locatifs. Donc, le premier régime, c'est la location résidentielle long terme classique, donc pour un locataire qui est là 1 an ou plus, et dont le loyer ou l'ensemble des loyers mensuels perçus par le propriétaire ne dépasse pas un plafond mensuel qui est mis à jour tous les ans. Pour l'année 2023, ce plafond est à 5 471 shekels. Donc, si vous avez un loyer, un appartement qui est loué en long terme, dont le loyer ne dépasse pas 5 471 shekels, vous êtes non imposable et vis-à-vis du gouvernement israélien, vous n'avez pas besoin de le déclarer tous les ans. Toutefois, il faudra voir après avec Georges, on recommande tout de même de faire une déclaration, même s'il n'y aura pas d'imposition, mais ça, on expliquera avec Georges plus tard. Donc ça, c'est la première option. Je mets tout de suite un petit astérisque ici, une étoile, c'est qu'on parle bien sur l'ensemble des revenus locatifs perçus par la personne. Si vous avez 2 appartements qui sont loués à 4 000 chacun, vous avez donc un revenu mensuel de 8 000 shekels, vous dépassez le plafond. Deuxième particularité, si vous avez un loyer de 6 000 shekels par mois, mais qui a commencé par exemple en octobre, donc vous n'avez rien encaissé de janvier à septembre, ou bien vous aviez un loyer qui était à 5 000 de janvier à septembre, et puis ensuite vous passez à 6 000, là la vérification se fait mois par mois et non pas année par année. Donc faites bien attention de vérifier si un mois dans l'année vous avez dépassé le plafond de 5 471 shekels. Ça, c'est la première option. C'est ce qu'on appelle le régime d'exemption, exemption de déclaration. OK? Nathaniel, tu fais le deuxième? Voilà. Non, alors, juste pour une petite précision, parce que j'ai été coupé quelques minutes, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette option, je ne sais pas si Nathaniel l'a dit, mais par rapport à cette option, on ne peut déduire aucun frais. C'était 10% par an, la première option. Je n'ai pas encore parlé de l'option des 10%, je suis passé tout de suite sur l'exemption. Ah, OK. Maintenant, tu parles Super. des 10%. OK. Alors, on va parler de l'option des 10%. Donc, bien entendu, une fois qu'on a dépassé ce palier de 5 471 shekels, il y a l'option de 10% d'impôt. 10% d'impôt sur les revenus fonciers, c'est l'option que la plupart de personnes connaissent. Nous encaissons par exemple 10 000 shekels par mois de revenus locatifs. 10 000 fois 12 à l'année, ça fait 120 000. 10% de 120 000, c'est 12 000 shekels. On les déclare entre le 1er et le 31 janvier de l'année qui suit. C'est-à-dire si par exemple en 2022, vous avez perçu 120 000 shekels, entre le 1er janvier et le 31 janvier de l'année 2023, nous déclarons ces revenus locatifs. Nous recevons une choumasse, un avis d'imposition, à hauteur des 10% des 120 000 qui sont de 12 000 shekels. C'est une option qui est simple, mais qui a des avantages et des inconvénients. On va dire qu'on a plus d'inconvénients que d'avantages, à mon avis, comme Nathaniel va vous le dire. Mais cette option-là, c'est l'option la plus connue. Mais par contre, ce qui est très important de préciser, c'est que c'est une option qu'on ne peut effectuer qu'avec des revenus fonciers, pas avec des revenus d'Airbnb. Des fois, c'est trompeur. Quand on entend location courte durée, on entend location, on a l'impression que c'est la même chose, c'est complètement différent. Location de courte durée, c'est comme si vous avez fait des prestations d'avocat limite. Mais location de longue durée, ce sont ça les revenus fonciers. Donc les 10% ne sont appliqués que pour les revenus fonciers et sont calculés très facilement 10% à hauteur des revenus que vous avez perçus durant l'année. Petite précision qui est très importante, on ne peut déduire aucun frais. Ni l'amortissement, ni les biens, ni les intérêts, rien du tout. On a touché 120 000, on paye 12 000. Et chaque année, on peut décider si on prend cette option ou une autre option avec une simulation. Je vais laisser la main à Nathaniel qui va nous développer la deuxième option. La troisième. La troisième. Voilà. Donc, on récapitule. Première option, c'est l'exemption. Si vous êtes en dessous de 5 471, vous n'avez pas besoin de déclarer. Deuxième option, c'est le forfait à 10%. À ce moment-là, on prend le montant global des loyers qui ont été encaissés dans l'année, on multiplie et on prend 10% sans aucune possibilité de déduire quoi que ce soit. La troisième option, et c'est souvent celle qu'on va préconiser, c'est l'option de déduction de ce qu'on appelle le forfait réel. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les loyers qui ont été perçus, donc les encaissements, et en face, on va avoir toutes les déductions potentielles et toutes les déductions autorisées. Dans les déductions autorisées, on va avoir principalement des dépenses qui vont être
deux types de dépenses. Vous allez avoir les dépenses qu'on appelle les dépenses courantes. Donc là-dessus, ça va être les réparations, les rénovations, les assurances, un avocat, un agent immobilier, un gestionnaire, des petits travaux que vous avez faits. Voilà. Bien souvent, quand vous allez avoir des mois vides, par exemple, vous avez un locataire qui est parti, ça a mis 2-3 mois le temps de retrouver. À ce moment-là, c'est vous qui avez payé les charges municipales, c'est vous qui avez payé l'électricité, le VAD, etc., les charges de copropriété. Donc, toutes ces charges-là sont ce qu'on appelle les dépenses courantes et vont venir se déduire du montant des loyers. Et ensuite, on va avoir deux types de dépenses supplémentaires qui sont les dépenses majeures et qui vont rendre ce forfait plus intéressant. C'est techniquement, vous allez avoir, si vous avez un crédit bancaire, la déduction possible des intérêts du crédit. Et là, on sait tous qu'en Israël, les intérêts ont explosé, que ce soit parce que vous aviez un prêt qui était indexé à l'euro et l'euro s'est vraiment apprécié par rapport au shekel, ou bien parce que la Banque d'Israël a passé le taux du prime de 0,1 à 4,75. Donc, typiquement, les taux d'intérêt ont explosé. Donc, vos remboursements également ont considérablement augmenté et la quote-part des intérêts bancaires que vous payez aujourd'hui à la banque tous les ans est une quote-part déductible. Je précise, c'est uniquement la partie des intérêts qui est déductible et non pas la partie du capital. Évidemment, le capital n'est pas déductible, uniquement les intérêts. Et ensuite, et c'est là le frais le plus important, parce que vous allez me dire, c'est pas tout le monde qui a un emprunt, pas tout le monde a un crédit. La partie la plus importante, c'est l'amortissement du bien en lui-même. Qu'est-ce qu'on entend par l'amortissement? C'est la reconnaissance d'un certain montant, d'un certain pourcentage du prix d'achat initial de l'appartement en y incluant les frais annexes. Donc, par exemple, si vous avez acheté un bien immobilier à 3 millions de shekels, vous avez payé encore 8% de taxes d'acquisition, 1% l'avocat, 1% l'agent, vous arrivez à 3 300 000 shekels. Ça, c'est la reconstitution du prix d'achat initial. Sur ce prix d'achat initial, pendant 25 ans, vous allez avoir la possibilité de déduire 2,7% tous les ans. Quand on sait que la rentabilité israélienne d'un bien qui est loué en long terme, c'est entre 2,5 et 3%, l'amortissement seul vous permet déjà de déduire 2,7% de vos loyers. D'accord? 2,7% du prix d'achat initial et ce montant-là va venir se déduire de vos loyers. Donc, je répète, la troisième option, c'est vous avez d'un côté les loyers qui ont été encaissés et en face toutes les charges qui vous ont permis d'obtenir ces loyers. Dans les charges, on a les dépenses courantes, on a les crédits, éventuellement les intérêts bancaires si vous avez un crédit, et on va avoir l'amortissement sur le prix d'achat initial du bien. Je précise également que l'on peut choisir pour un bien d'utiliser le forfait réel, pour un autre bien d'utiliser le forfait à 10%. On a le droit également de choisir cette année d'utiliser le forfait réel pour tous les biens et l'année suivante d'utiliser le forfait à 10%. C'est dynamique, on peut choisir d'année en année. Tu m'excuses de rajouter quelque chose, et même si une année, vous avez déclaré à 10%, maintenant vous entendez ce que Nathaniel dit, on a une rentabilité sur les revenus locatifs en Israël, à Tel Aviv, on sait qu'aujourd'hui on est à 2,5%, et avec 2,7% déjà d'amortissement, donc on a complètement couvert nos frais. Maintenant, vous allez me dire, mais moi, pendant des années, mon avocat, il déclarait à 10%. Ça, c'est quelque chose qu'on peut également récupérer 6 années en arrière. C'est-à-dire que même si l'année dernière, même s'il y a 2 ans, vous avez payé 10% sur quelque chose que vous n'aurez rien payé, parce que comme Nathaniel l'a dit, entre l'amortissement, le crédit, les frais, etc., on sait déjà que on va dire que notre chiffre d'affaires a complètement été déduit par les dépenses d'amortissement, frais, crédit et tout. On peut demander aux impôts de faire une déclaration rectificative, on va dire ça comme ça, sur 6 années auparavant, en établissant des bilans qui rectifient, qui prouvent que ce bien-là, en fait, n'aurait rien dû payer. Et le grand plus dans ça, c'est que même lorsqu'on récupère, on ne récupère pas seulement l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, un placement aux impôts, c'est un des meilleurs placements qui est le plus sûr, c'est 4% plus Hatzmada, c'est-à-dire plus indexation. Donc, c'est-à-dire que vous savez que votre argent, vous deviez payer 0, mais vous avez payé 12 000 shekels, les impôts vont vous rembourser chaque année avec un intérêt cet argent que vous avez trop payé, et ça, c'est sur les 6 dernières années. Donc, il n'y a rien qui est perdu, au moins pendant 6 ans, on peut toujours récupérer. Non seulement on peut choisir chaque bien, quelle simulation nous allons appliquer, mais à 90%, Nathaniel et moi pouvons vous le dire,
avec vraiment des centaines de propriétaires qu'ils ont chez nous dans le cabinet, à 90%, nous optons toujours pour le forfait réel. Le forfait réel, la seule chose qui différencie, c'est juste que l'expert comptable, il a un tout petit peu plus de travail à faire parce qu'il doit déclarer un bilan. Mais à part ça, vous allez gagner de l'argent, vous allez récupérer de l'argent pour ceux qui ont eu 10%, qui ont payé les 10% chaque année. Et vous avez la possibilité également que cette option-là, c'est exactement le même calcul, c'est-à-dire retenez cette option, c'est exactement le même calcul pour les revenus d'Airbnb, pour les revenus de courte durée. C'est vrai qu'on a parlé de longue durée. L'avantage qu'on a en fait avec cette option-là, c'est qu'elle est applicable aussi sur la courte durée. Donc, lorsque vous allez faire des simulations chaque année pour savoir combien ça va me coûter d'impôt à la fin, ce bien que je déclare, on entend très souvent des choses qui sont fausses. Mais si je vais en Airbnb, je vais payer beaucoup d'impôts. Non, on va peut-être monter un dossier à la TVA, il n'y a rien de fou. C'est juste que vous allez payer moins d'impôts à 90% que si vous étiez sur le 10%. Tout à fait. Donc, je pense qu'on a, Georges, je pense qu'on a résumé les modèles d'imposition. Ouais, c'est parfait, c'est très complet. Ça correspond d'ailleurs à la vision que j'avais. Donc, vous êtes dans le bon, sachant que moi, je le vois de l'extérieur. Alors, ce que vous venez de dire pose 3 problèmes. Le premier problème, et Nathaniel en a parlé, c'est qu'au regard de l'article 6 de la Convention fiscale, et là, votre présentation, elle concernait aussi bien les résidents fiscaux israéliens, qui soient sous le régime de l'ALIA, hors ALIA, ou les résidents fiscaux français. Il faut peut-être le préciser parce que pour nous c'est ce que j'ai dit d'emblée. Hein. D'accord. Alors, désolé, à un moment, moi, ça a coupé. Donc, j'ai perdu un petit fil. Et moi, maintenant, je vais m'intéresser aux résidents fiscaux français. Très bien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'article 6 dit quoi? Dit que l'imposition se fait uniquement en Israël. Alors, la chance avec cette convention fiscale, c'est qu'on a une convention plutôt atypique par rapport à ce qui est signé par la France. Je m'explique. On a un système intégral d'imputation par crédit d'impôt. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et pourquoi le régime est intéressant? Et quand mes clients me disent « mais j'ai un bien en Israël, est-ce qu'il faut que je le vende pour acheter en France ou ailleurs ?» Je leur dis « mais si vous ne regardez que la rentabilité et l'imposition, gardez votre bien en Israël, vous gagnerez beaucoup plus que si vous investissez dans quasiment n'importe quel autre pays européen. » Donc, le système du crédit d'impôt, il signifie quoi? Il signifie que le fait d'avoir payé 1 euro, 10 euros, 100 euros, 5 000 euros d'impôt en Israël va neutraliser la totalité de votre impôt français. Généralement, la France ne signe pas ce type de convention. Dans les types de conventions qu'on signe, on dit les 1 000 euros payés en Israël vont s'imputer sur l'impôt français et on va payer le reliquat d'impôt français. Or, on sait qu'en France, on est surimposé en matière immobilière. Donc, première remarque, le système est extrêmement intéressant. Mais le système est pervers parce que s'il y a bien une matière où on est champion du monde en France, c'est la fiscalité. On a créé la TVA et puis on a créé quelque chose qui s'appelle le taux effectif global. Alors, je vous explique. Parce que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi je vous ai parlé au début de redressements fiscaux et que tous les 3, on vous explique que l'imposition est uniquement en Israël. L'imposition en France dépend de tranches d'imposition. Et on parle souvent de tranches marginales d'imposition. 11, 30, 41, 45%. Qu'est-ce qu'on va faire avec vos revenus immobiliers israéliens? On va tout simplement les ajouter à votre revenu imposable français pour calculer votre tranche d'imposition. Typiquement, on va considérer qu'au regard de vos revenus français, vous êtes dans une tranche à 30%. Et puis, si on rajoute vos revenus immobiliers, ce que moi j'appelle revenus, ce n'est pas le chiffre d'affaires, ce n'est pas le loyer, c'est la somme imposable, vous allez par exemple être dans une tranche à 41. Donc, ça signifie qu'on ne va pas imposer vos revenus israéliens, mais on va surimposer vos revenus français parce qu'on considérera qu'ils sont passés dans une tranche à 41%. Donc, la France a réussi l'exploit d'imposer une somme qu'elle ne devait pas imposer. Alors, c'est
absolument pas contestable devant les tribunaux parce que ça existe depuis très, très, très longtemps et j'étais déjà fiscaliste que la jurisprudence avait déjà validé ce mécanisme. Donc, l'imposition de vos revenus immobiliers en Israël a une incidence en France. Donc, quand on me dit non, il ne faut pas déclarer, je dis, première erreur, il faut déclarer. Alors, la déclaration est un peu complexe, mais je vous donne quand même le cheminement. Comme à chaque fois, lorsqu'on perçoit des revenus de sources étrangères, on fait en France ce qu'on appelle une déclaration 2047, revenus de sources étrangères, où on va aller qualifier le revenu. Donc là, pour Israël, on irait dans la catégorie crédit d'impôt, on donne Israël et puis on remplit des montants. Et après, on va aller voir la catégorie concernée, soit le revenu foncier, soit la location meublée, ce qu'on appelle le BIC en France. Parce que c'est là le plus important, c'est contrairement à ce que vous avez dit tous les deux, où vous distinguez un régime qui est, on va dire, courte durée ou longue durée. Nous, en France, on va distinguer selon qu'on soit en location nue ou en location meublée. Donc voilà pour poser les deux sujets. Alors pourquoi aujourd'hui, moi j'ai un certain nombre de difficultés, parce que ce que viennent de vous dire Nathanaël et Nathaniel n'est pas obligatoirement vrai en France. Je vous explique. On a une disposition, alors relativement méconnue, et il faut être honnête, moi qui vois passer beaucoup de dossiers concernant Israël, c'est relativement nouveau que la France se préoccupe de ces sujets-là. On a une disposition qui est l'article 158 du Code général des impôts, et vous deux, vous allez comprendre ce que je signifie par là, qui dit que lorsqu'on a des revenus étrangers, on les applique en France selon les règles du droit français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tenir compte de votre imposition, mais que la France a le droit de refaire votre calcul. Alors, si je reprends ce qu'on a dit, sur la règle des 10%, je n'ai pas de souci parce qu'il n'y a pas de retraitement. Sur le forfait réel, alors, sur le forfait réel, j'ai un premier sujet. Alors, bizarrement, l'administration fiscale n'a pas encore vu dans des dossiers. C'est qu'en France, on ne calcule pas l'amortissement de la même manière qu'en Israël. Alors, je ne sais pas si nous, en France, on distingue le terrain, la valeur du terrain de la valeur du bien immobilier construction. Alors, c'est le cas ici aussi, hein, c'est 2 tiers à 4%. Okay. C'est 2 tiers de 4, voilà. Ça fait 2, 6, 7, c'est ce qu'il a dit. Alors nous c'est beaucoup plus complexe parce qu'en France, on aime bien les trucs hyper cartésiens. Ça dépend de l'emplacement. Alors, je vous donne un exemple. J'ai traité récemment un sujet sur un immeuble qui se trouve avenue des Champs-Élysées, où mon client avait dit le terrain il vaut 25% de la valeur et la construction 75%. Et l'administration fiscale nous a dit vous rigolez, aux Champs-Élysées, vous êtes vraiment dans le mauvais exemple. Il faut savoir qu'en Île-de-France, donc la difficulté, c'est qu'on distingue à chaque fois la valeur. En moyenne, on va dire en Île-de-France, on est valeur du terrain 35%, valeur immobilière 75%. Et nous, on amortit 35-65, pardon. 35-65. Sinon, je viens habiter en France tout de suite. Ça fait 110, c'est bien. Ouais, 35, c'est bon, là, je suis bien. Et nous, on amortit sur 30 ans. Donc, il peut y avoir de légères différences. Mais le sujet, il est ailleurs. C'est que moi, mes clients, soit ils ne déclarent pas, et là, on vient de voir qu'ils n'ont pas, parce que ça a une incidence quand même en termes de coûts, soit ils ne font pas l'analyse de ce que leur dit leur expert comptable israélien. Alors, il se trouve que j'ai la chance, sans que vous le sachiez obligatoirement, que je récupère. J'ai des clients français qui sont chez vous et sur des sujets où moi, je n'ai pas de problème. Alors, je sais que Nathaniel, quand tu fais un mail à tes clients, tu leur dis voilà à 10% ce que ça donne et voilà si vous êtes au réel et vous choisissez. Ce qui est d'ailleurs la bonne chose. Le problème, c'est que s'il vient voir un fiscaliste français, on va lui dire ce qu'il faut faire. Souvent,
il a plutôt raison en base. Le client, il se dit, je prends le montant le moins cher et je le déclare ou je ne le déclare pas. Or, on a des difficultés et souvent des sources de redressement. Pourquoi? En France, on a un régime concernant les biens qui sont loués nus. Un bien qui est loué nu ne peut pas faire l'objet, comme vous le faites vous, du système du forfait avec, pas du forfait, mais du forfait réel avec l'amortissement. Pour pouvoir le faire, il faut être en location meublée. Alors, c'est un des exemples de redressement que j'ai eu en 2023. L'administration demande des informations à mon client, lui dit vous louez quoi, combien et quelles sont les déclarations israéliennes. Et il répond aux impôts avec une grande naïveté, mais il ne connaissait pas la réelle. Il dit j'ai loué à monsieur un local nu et voilà ce que j'ai déclaré. Que nous, on considère ce que vous appelez le forfait réel, c'est un peu ce que nous, on appelle le LMNP, location meublée non professionnelle. Sauf qu'elle n'est pas meublée. Donc, première chose, l'analyse qu'on doit faire vue de France, c'est de se dire, est-ce que je loue meublé ou non meublé? Vous ne pouvez pas rentrer sur le mécanisme de l'amortissement si vous louez nu. Et c'est pour ça que je dis à tous mes clients, en Israël, louez meublé. Je vous conseille, Nathanaël et Nathaniel, effectivement, de dire à vos clients qu'il faut louer meublé. Même si, comme en France, les meubles se retrouvent souvent dans une cave ou dans un endroit, mais il faut avoir un contrat de location meublé. Car si vous n'êtes pas en meublé, vous êtes obligatoirement sur la règle des 10%. Alors, ce qui n'est pas scandaleuse, hein, parce qu'en France, il faut savoir que on impose les revenus fonciers selon la tranche marginale d'imposition plus 17,2 de contribution sociale. Sans déduction, donc. Alors, non, avec des déductions, mais plutôt classiques, c'est-à-dire on enlève les intérêts d'emprunt, on enlève les charges, on n'enlève pas l'amortissement, donc ça cogne, surtout quand vous êtes en phase d'acquisition. Donc, il faut savoir que le 10%, c'est plutôt versus chez nous, 47 voire 62%. Donc, c'est extrêmement intéressant, même le 10%. Mais il faut le déclarer. Ou moi, j'ai un souci qui aujourd'hui n'est pas encore traité en France, et moi, j'ai des litiges devant les tribunaux, c'est quand mes clients me disent mais oui, mais le problème, c'est que je suis dans le régime d'exemption en Israël. Or, la convention fiscale et l'interprétation on en fait en France, c'est pour en bénéficier. Alors, il y a un sujet, c'est que normalement, il faut payer l'impôt. Il faut payer l'impôt et être redevable de l'impôt. Et donc, le régime d'exemption nous pose une difficulté parce que si vous êtes en dessous, aujourd'hui, moi, j'explique à mes clients qu'on ne va pas aller déclarer, mais on met ce qu'on appelle une mention express. Mais il est possible que l'administration, lorsque les décisions deviendront définitives, considère que dans ce cas-là, vous devez payer l'impôt uniquement en France. Parce que le régime d'exemption ne doit pas s'appliquer. Alors, vous voyez, c'est un problème de droit, donc on peut revenir sur beaucoup d'interprétations, mais voilà, aujourd'hui, il y a un risque fiscal sur le fait d'être en dessous des 4 000, je l'ai marqué, des 5 400. 5 000. Attends, Georges, une petite précision par rapport à ce que tu dis là maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en Israël, quand quelqu'un doit louer son bien, par exemple, à 5 600 shekels, et qui sait qu'à 5 471, il est exonéré, il y en a beaucoup qui ne se cassent pas la tête et qui disent tu sais quoi, je vais louer à 5 450, même des résidents français. En fonction de ce que tu dis là maintenant, c'est-à-dire que la réflexion en France, elle est complètement différente. Tu dis je préfère limite être imposé en Israël un petit peu plus pour ne pas être redressé en France. Ouais, tout à fait. Ok, et deuxième petite précision, quand tu parles de meublé et pas meublé, en sachant qu'en Israël, nous n'avons pas de distinction meublé ou pas meublé. Sur quoi se base l'administration fiscale française lorsqu'elle doit, par exemple, redresser quelqu'un en disant tu sais quoi, ton bien a été meublé ou pas meublé, etc. Quels sont le contrat de bail? Moi, j'ai un de mes clients où je lui dis ouvertement en 2023, je lui ai dit
il a très bien compris la problématique et je lui ai dit, si vous voulez l'éviter, vous allez faire signer à votre locataire un contrat de bail prévoyant que le bien est meublé. Très important alors. C'est très important de rajouter ça pour les résidents Dans français qui ont un l'analyse- bien en Israël. Dans l'analyse, ce qu'il faut avoir, c'est est-ce que mon bien est meublé? Là, je suis protégé parce qu'on va pouvoir aller sur le régime du forfait. Si mon bien n'est pas meublé, je dis aujourd'hui, c'est pas fixé, il faut absolument aller payer les 10%. Parce que ce que les clients ne voient pas, c'est que les 10% ont une incidence à l'impôt sur le revenu en France, mais du coup, génèrent aussi les contributions sociales qui, normalement, ne sont pas dues dans le régime du crédit d'impôt lorsqu'on déclare en Israël. Alors moi, juste, je vais rebondir sur ce que tu as dit avant, sur le montant qui était… C'est vrai que j'ai eu déjà le cas des gens qui louent en dessous du seuil. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé un impôt volontaire en Israël. C'est-à-dire qu'on n'a pas payé 10%. On a payé 500 shekels dans l'année pour avoir, oui, une imposition israélienne et une déclaration. C'est ce que je disais en début de l'intervention. C'est parfait. Je disais, je conseille même aux personnes qui sont en dessous du seuil de faire tout de même une déclaration. Pour ceux qui sont résidents fiscaux étrangers, pour Israël, c'est autre chose. Pour ceux qui sont résidents fiscaux étrangers, je conseille de faire une déclaration. Déjà, ça vous donne une preuve que vous n'avez pas essayé de dissimuler l'information. Et de deux, je conseille même de mettre un impôt, moins que les 10%, si vous pouvez, évidemment, et d'utiliser. Maintenant, une autre chose, ça j'en ai pas parlé, mais il y a une loi qui est actuellement en train d'être votée par le gouvernement israélien, où à partir de 2023, donc ce sera rétroactive à début janvier 2023, il y aura une obligation déclarative pour tout le monde. Même les personnes qui sont en dessous de 5 471 shekels, ils auront toujours l'exonération d'un point de vue fiscal, mais ils auront l'obligation de remplir une déclaration. D'accord? On va vers le 100% déclaration. Alors ça change. Pourquoi? Non, Parce mais ça, c'est très. on se sont rendu compte Israël que M. Cohen, il a un appartement à 4 000, un appartement à 4 000, un appartement à 4 000. Il a les trois en dessous de 5 400, il est tout blanc. Monsieur Drey. Pas du tout. Monsieur Drey, oui. Ah, pardon, on a un monsieur. Non, mais c'est très important de préciser ce que Nathaniel a dit parce que vous savez, énormément de personnes viennent me voir au cabinet et ils me disent écoute, moi je suis résident français. En fonction de ce que Georges a dit, tout ce qu'il a dit là, c'est vrai, c'est par rapport aux résidents fiscaux français. Ça ne s'applique pas aux Olim Khadashim ou aux résidents israéliens qui sont complètement déconnectés de la France. On parle que des résidents français parce que les Olim Khadashim et les personnes qui sont résidents israéliens, il faut aller sur l'option la plus optimale pour eux à payer zéro. Maintenant, voilà, donc c'est en fonction de ce que Georges dit, il faut tester et toujours se renseigner par rapport à son fiscaliste français. Maintenant, en Israël, très souvent, des personnes viennent me voir et me disent écoute, moi, le bien il est en Israël, je suis résident français, ça va, je m'en fous, j'ai pas besoin de déclarer. Ou il faut savoir qu'en Israël, les impôts israéliens ont considéré ça comme du pénal. Les revenus locatifs, vous pouvez voir chaque année, il y a le Dor Kofer. Dor Kofer, c'est quelque chose qui publie publiquement, l'administration fiscale israélienne publie les personnes qui n'ont pas déclaré. Il y a eu un médecin qui n'a pas déclaré 300 000 shekels de revenus. Il a resté 6 mois de prison avec sursis. Donc, ça veut dire qu'ils essayent vraiment de faire l'exemple. Je ne vous parle même pas du Airbnb. Ils ne supportent pas non plus qu'on dit que les revenus d'Airbnb, on les déclare en long terme. Ils ne supportent pas. Maintenant, le point qui est super important à préciser, c'est quoi? C'est que la régularisation spontanée, depuis qu'il y a l'échange d'informations, elle n'existe plus. Que ce soit en France, que ce soit en Israël. Ils ont aujourd'hui les infos. En 2019, ils ont arrêté l'anonyme. En 2020, ils ont arrêté la régulation spontanée, c'est-à-dire c'est la déclaration volontaire de ce qu'on n'a pas payé. Donc, beaucoup de personnes viennent me dire, je ne vais pas les réveiller. Je n'ai pas envie de réveiller les impôts israéliens. Et ça, c'est une phrase qui est fausse. Parce que je ne veux pas réveiller les impôts israéliens. C'est les impôts israéliens vous tombent dessus. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, ils sont équipés technologiquement de la façon la plus avancée au monde. Ils ont des développeurs, ils savent rentrer tout seuls sur Airbnb, ils savent synchroniser les paiements d'Arnona avec les propriétaires au cadastre. Par exemple, une personne qui a 3 appartements au cadastre et qui déclare rien et que c'est toujours lui, il y a un problème. On ne peut pas vivre dans 3 appartements en même temps. Mais les personnes me disent, j'ai un problème, j'ai un dilemme. D'un côté, je ne peux pas déclarer parce que si je déclare, je les réveille et ça fait 5 ans que je ne l'ai pas fait. Mais d'un autre côté, si je déclare à partir de maintenant et que je leur fournis mon contrat de location,
ça va paraître mauvaise foi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si la régule spontanée n'existe plus, entre guillemets, Nathaniel peut vous le dire, et moi je peux vous le dire, que ce soit Jérusalem ou Tel Aviv, aujourd'hui, nous pouvons arriver à des accords anonymes avec les impôts. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas payé vos revenus locatifs, mais que vous voulez dormir tranquille, parce qu'en fonction de ce que Georges dit, on ne dort pas tranquille en Israël, on ne dort pas tranquille en France. Donc c'est vraiment dommage de rentrer dans ce genre de cas. L'idéal, c'est quoi? C'est de se régulariser en Israël. On peut aller voir les impôts israéliens et leur demander de façon anonyme à nous régulariser. Ils acceptent très bien. Ils acceptent ça, c'est à vous de décider. Mais s'ils acceptent, ils nous signent le contrat anonymement et seulement une fois que les administrations fiscales israéliennes a signé ou a proposé son imposition sur les dernières années qui n'ont pas été déclarées, là, on signe pour le client. Donc, ça veut dire, ne rentrez pas dans ce que les personnes disent. Je ne veux pas me déclarer, je ne veux pas réveiller les impôts, je ne veux pas de trucs. C'est pénal aujourd'hui en Israël. On entend beaucoup de personnes qui ne déclarent pas, mais nous, on entend les personnes qui ne déclarent pas et qui sont attrapées. Donc, c'est vraiment super important de préciser ça parce qu'aujourd'hui, les propriétaires sont la cible des impôts. Voilà, c'est tout ce que j'avais à préciser. Je pense que c'est très important de rajouter cette petite parenthèse. À vous l'honneur. Georges, est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions? Parce qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées entre-temps dans la messagerie. Je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Nathanaël. Effectivement, aujourd'hui, les administrations fiscales sont armées. Nous, on voit, parce que ce problème, il est aussi lié à la régularisation d'un certain nombre de biens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël? C'est que moi, j'appelle les petits propriétaires qui ont un ou deux biens, qui ont souvent été achetés il y a longtemps. Il y a un bien qui a été donné en location parce qu'au fur et à mesure, il ne venait plus ou ils avaient décidé. Et c'est vrai que nous, du coup, ça a des incidences. D'ailleurs, j'ai un dossier où j'ai une attestation, Nathaniel, qui vient de m'être envoyée de ton cabinet par ma cliente, où je lui ai dit, c'est bon, mais c'est trop précis, je veux un truc beaucoup plus simple. Moi, Tu nous excuses, hein? Non, mais parce que, comme toute administration fiscale, alors, en France, jusqu'à présent, on n'allait pas en prison pour des problèmes fiscaux. Aujourd'hui, on y va un peu plus souvent, mais ça reste quand même très, très exceptionnel. Par contre, l'administration fiscale française est un rouleau compresseur et il y a un moment, on n'arrive plus à l'arrêter. Donc, il faut savoir canaliser les informations qu'on donne. Et effectivement, les régularisations ou le fait, par exemple, dans le cas dont je parle, ma cliente n'avait pas payé en Israël d'impôts, on lui a demandé de régulariser cette situation et nous, ça nous permet de régulariser la situation vis-à-vis de la France. Et ça se passe plutôt bien. La France, elle cherche, comme toute administration, de l'argent. Elle ne perd pas son temps à rentrer dans des détails. Dernier élément, ce que tu as dit, Nathaniel, sur la nouvelle réglementation est intéressant parce que nous, le souci qu'on a sur le fameux régime d'exemption, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui sont incapables de nous démontrer la moindre déclaration en Israël. Le fait de faire une déclaration, pour moi, ça change la donne parce que ça veut dire qu'on est sous un régime israélien où on déclare, mais qu'Israël a décidé de ne pas imposer. Le vrai problème, de toute façon, d'Israël, et on le voit aussi dans le régime de l'ALIA, c'est que c'est un peu trop facile de dire aux gens pendant 10 ans, vous ne faites pas payer d'impôts, donc vous ne faites même pas de déclaration. Nous, c'est un handicap pour nous. Le régime portugais qui est ouvertement copié sur le régime israélien, mes clients ont des déclarations tous les ans à effectuer. Donc, c'est bien effectivement dans le cadre du revenu foncier au sens large qu'on ait ce système de déclaration. Donc, on peut prendre quelques questions. J'ai encore quelques minutes. Alors, j'essaie de… Donc, alors, je vais regarder. Oui. Alors, et comme ça, on va voir qui peut y répondre. On voit que Nathaniel déjà commence à répondre. J'essaie de répondre en même temps, histoire que… D'accord. Rachel lit les questions qui ne sont pas répondues. Il y a Lynn Fez qui pose « Bonjour, si on est résident fiscal français, ne doit-on pas déclarer les revenus fonciers en France ?» On vient de vous expliquer. On l'a vu. Hein. Déclarer. Autre question, mais je pense que c'est pour vous, en allant sur la troisième option, peut-on déduire le coût de la taxe d'acquisition?
Voilà, et là, j'ai répondu, cela fait partie du coût d'achat initial du bien. Ça sera donc réintégré au prix d'achat et donc déduit grâce à l'amortissement. Je répète, 2/3 à 4%. Je vous épargne les calculs, ça fait 2,67. On arrondit à 2,70. Georges, une petite précision qui est hyper importante aussi, c'est que les personnes qui n'ont pas déclaré leurs biens en Israël, par exemple, le fait d'avoir payé son impôt en Israël sur les revenus locatifs, même ça change la donne lorsqu'il y a un contrôle en France. On a réglé quasiment la moitié du problème. Et ça, c'est hyper important parce que les gens ils se disent, bon, dans tous les cas, je n'ai pas déclaré en France, je suis résident fiscal français, pourquoi j'ai besoin en Israël maintenant de déclarer? Non, le fait d'avoir déclaré le bien dans le pays où il se trouve, déjà va vous tranquilliser, à mon avis, au moins à 50%. Ça. Alors, une question, je réponds à Patrick. Peut-on reprendre le numéro fiscal de son parent décédé pour faire la déclaration annuelle? Oui, on peut remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Et j'encourage les gens, vous l'avez compris, Nathanaël l'a dit, il a expliqué, j'encourage les gens qui n'ont pas déclaré sur les années précédentes de déclarer au moins de manière volontaire sur les 6 dernières années. Vous l'avez compris, grâce à la troisième option, le troisième régime, vous n'avez pas ou très peu d'imposition qui va en tout cas en résulter. Et au moins, vous êtes tranquille. Israël fait des croisements avec les bases de données disponibles, c'est-à-dire avec les municipalités, la compagnie d'électricité, l'eau, même Internet, pour voir aujourd'hui si dans telle adresse, quelle est la personne qui est inscrite. En Israël, dans la majorité des cas, toutes ces charges-là restent à la charge du locataire et non pas du propriétaire. Donc, j'ai envie de dire, en 2 clics et demi, l'administration israélienne est au courant que dans telle adresse, dans tel bien, au cadastre s'affiche le nom du propriétaire et à la Arnona s'affiche le nom du locataire. Il y a des croisements et aujourd'hui, il y a effectivement des échanges qui sont envoyés, des lettres de contrôle qui sont envoyées, ça s'appelle un formulaire 5328 ou 5329, ça dépend des versions, et qui vont être envoyées par l'administration israélienne pour vous donner une dernière chance de déclarer. Donc, n'attendez pas de recevoir ça, ça veut dire que vous êtes déjà dans le visa. Il y a une autre question aussi qui est intéressante à mon sens, c'est Patrick qui demande au forfait réel quel est le pourcentage d'imposition du résultat après déduction des dépenses. Alors sur ça, c'est très simple, c'est comme en France, on va dire le bénéfice fiscal imposable, donc le résultat entre les loyers et les dépenses, en admettant qu'il reste un bénéfice, il va être réintégré selon les tranches d'imposition de la personne. Et les tranches d'imposition de la personne sont les tranches d'imposition marginales en Israël qui démarrent à 10%, puis 14, 20, 31, etc. Donc, j'ai envie de dire… Sur les revenus passifs. Sur les revenus passifs. Les revenus passifs, j'ai envie de dire sur un système aujourd'hui classique, si vous avez de 1 à 3 appartements, grâce aux amortissements, etc., vous allez vous retrouver toujours dans la première tranche, dans le premier plafond, c'est-à-dire que le bénéfice résultat maximal sera toujours entre 0 et 80 000 shekels, à moins que c'est des biens que vous avez achetés il y a vraiment longtemps, avec un prix d'achat très faible et qu'aujourd'hui, les revenus locatifs sont très importants. C'est un peu technique, mais en tout cas, on va dire que le pourcentage de bénéfice, le bénéfice sera imposé à un pourcentage qui ne dépassera pas les 10%, ou en tout cas, c'est très rare. Donc, il vaut mieux payer 10% uniquement sur le bénéfice restant plutôt que 10% sur l'intégralité des loyers. Et pour les personnes de plus de 60 ans, on démarre également à 10% d'imposition, c'est-à-dire même au forfait réel, les personnes qui ont plus de 60 ans commencent avec 10%. Donc vraiment, on a tout intérêt avec les points d'abattement fiscaux, s'il y a des personnes qui n'ont rien d'autre à part des revenus locatifs, vraiment au moins de faire une simulation. C'est-à-dire, pour aller voir votre expert comptable ou votre avocat, mais vous dire, fais-moi une simulation. Au pire, on est imposé à 10%. Parce que Georges déjà dit que c'est déjà très beau par rapport à la France. Mais au pire, pour les Israéliens, on est imposé à 10%. Donc déjà, c'est pas mal.